Alors bonjour à tous. Si on devait donner finalement un titre à cette rencontre avec Diane Ducret, ça pourrait être le suivant. Diane Ducret, la femme des femmes. Alors la femme des femmes, car Diane Ducret, dans la majorité de ses livres, finalement, ausculte la place des femmes dans l'histoire. Dans son ouvrage sur les femmes de dictateurs, elle s'intéressait au rôle des femmes de Mussolini, Mao, Hitler, Saddam Hussein. Ou bien dans son dernier livre, Lady Scarface, elle s'intéresse aux femmes des gangsters célèbres, comme Al Capone par exemple. Elle avait aussi publié l'année dernière un livre qui s'appelait La chair interdite. Et en fait, vous vous êtes penché sur le sexe des femmes finalement, et sur la façon dont celui-ci a tout au long de l'histoire été malmené et maltraité par les hommes, et même parfois caché par ceux-ci. Entre-temps, je crois que vous avez trouvé l'homme idéal qui est québécois. Désolé, messieurs. Et plus sérieusement, dans toute votre œuvre, vous vous faites la porte-parole et l'historienne des femmes. Est-ce que vous considérez cela comme une sorte de mission en tant qu'historienne et en tant qu'écrivain ? Oh là là. Je ne sais pas si c'est une mission. En tout cas, c'est une nécessité personnelle, en effet, que d'écrire peut-être sur ce que je comprends le moins bien et ce que j'expérimente au quotidien depuis maintenant 33 ans, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre, une femme en quête de l'amour. Alors dans Femme de dictateur ou dans Lady Scarface, qui est en effet l'histoire de la femme d'Al Capone et des femmes du syndicat du crime dans le Chicago des années 20 jusqu'au Hollywood des années 40, on retrouve toujours cette même question de la femme face à la violence, la femme face au diktat. Et dans La chair interdite, alors c'est pas exactement l'histoire des malheurs du sexe des femmes, c'est aussi la manière dont il a été désiré, dont il a été, c'est vrai, contrôlé dans l'histoire, dont il a été représenté par les artistes. C'est une histoire à la fois très belle et très cruelle que celle de l'organe féminin qui doit donner plaisir et naissance à l'humanité. Et là aussi, c'est toujours la femme face au diktat, la femme face à la difficulté de trouver sa liberté et l'amour dans l'histoire, face au régime politique, que ce soit des démocraties ou des dictatures ou des royautés, en effet. Et on se rend compte que ce soit les femmes de dictateurs ou les femmes de gangsters, elles sont des femmes de caractère. Des femmes vraiment puissantes, fortes et presque finalement l'égale des hommes. Est-ce que parler de ces femmes-là, c'était un moyen pour vous de montrer des exemples de ce que pourraient être les femmes aujourd'hui ? Je souhaite à aucune d'entre nous d'être Eva Braun ou d'être semblable à certaines de ces femmes. Mais en effet, elles ont toutes en commun une chose. Certaines ont un côté précieuse ridicule, comme justement Eva Braun, ou comme Clara Petacci, la maîtresse de Mussolini, ou comme Mae Capone, l'épouse d'Al. Un côté naïf, d'être capable d'aimer des hommes sanguinaires, destructeurs, qui détruisent leur pays et elles-mêmes, et de les aimer jusqu'à la mort, quitte à mourir avec eux. Et il y en a au contraire qui sont des femmes de caractère, des femmes de pouvoir, qui vont, mais en tout cas toutes, vont décider une chose, c'est de rompre avec les codes de leur époque et de n'en faire qu'à leur tête. Dans les femmes de gangsters, justement, dans Lady Scarface, ce sont les premières qui vont couper leurs cheveux, porter des pantalons, fumer, conduire, boire de l'alcool dans les cabarets de la prohibition. Et toutes ont un point commun, même dans La chair interdite, c'est de décider de construire une autre histoire personnelle ou une autre histoire de femme que celle que l'on attend d'elle, à savoir être une mère ou une épouse comme il faut. Et bien dans sa société. Ce sont des femmes qui vont toutes être un peu révolutionnaires. Certaines vont en mourir, mais en tout cas, c'est des révolutionnaires par amour. Et j'aime bien cette sorte de révolution, c'est plutôt doux. On en aurait peut-être un peu besoin en ce moment. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que moi, j'étais très surpris dans les Scarface, c'est que vous travaillez comment à partir d'archives ? Parce que on connaît tous les personnages, mais je ne me rendais pas compte de la célébrité de leurs épouses. À part peut-être Clyde Barrow et Bonnie Parker.
Alors c'est dû parce que c'était la ville de Chicago, parce que c'était une émancipation, comme vous disiez, de ces femmes-là, mais comment vous avez... Quelles sont vos recherches pour découvrir toutes ces femmes-là que vous nous faites découvrir dans votre bouquin? Moi j'étais très surpris de ça. C'est vrai que c'est une de mes passions d'aller chercher des archives là où on les attendait pas. Oui. Jusqu'à présent, les historiens ou les auteurs qui s'intéressaient à l'histoire étaient plutôt masculins et s'intéressaient plutôt à des sujets masculins. Oui. Donc, les journaux intimes de femmes, les lettres envoyées par les femmes. Voilà, j'ai retrouvé les lettres envoyées par Al Capone à son épouse ou les lettres de son épouse à Alcatraz. Et elles n'avaient jamais été publiées. Pourquoi? Non. Parce que tout le monde se disait, on s'en fout de ce qu'une bonne femme elle peut dire. Mais finalement, on découvre qu'en fait, elle dit tous les secrets et elle dit toutes les meilleures choses. Et par exemple, pour Bonnie Parker, qu'on pense tous connaître, on découvre que c'était une grande poétesse, un petit bout de femme de 22 ans qui écrit des poèmes absolument merveilleux sur la fureur de vivre, sur l'impossibilité qu'elle a d'avoir des enfants, sur le fait d'être une femme non convenable, une femme perdue, comme elle dit. Je trouve ça vraiment émouvant. Et du coup, c'est toujours un travail dans les archives, à la fois les archives d'État, les archives du FBI, celles des prisons, les archives privées. C'est toujours... C'est ça qui m'a surpris, parce que moi, j'étais persuadé que c'était des femmes qui subissaient un peu la notoriété et la façon de vivre de leur mari. En fait, on s'aperçoit qu'elles avaient une personnalité propre et qu'elles étaient même très en avance, très féminines. Teneuse de cabaret à Chicago, enfin j'étais très surpris de ça. Moi. Elles ouvrent des bordels. On a l'impression que c'est eux qui tiennent la baraque. C'est surprenant. C'est incroyable, c'est vrai de s'imaginer qu'à cette époque-là, ouvrir une maison de plaisir pour une femme, c'est une manière d'être féministe et de se débarrasser finalement, pour les impératrices du vice notamment, elles se débarrassent de leur mari qui les battait en ouvrant une maison de plaisir. D'autres vont décider en effet de tenir tête à John Edgar Hoover et au FBI. D'autres vont décider au contraire de devenir elles-mêmes des gangsters. Moi j'ai trouvé ça passionnant. C'est toute une histoire de l'Amérique des années 30 jusqu'à 40, même jusqu'à Hollywood. C'est pour les gens qui aiment bien les histoires un peu romanesques de bandits, c'est fascinant. Quoi. Ça se lit presque comme un polar. Hein. C'est vraiment génial. Je l'ai construit comme un polar, un petit peu à la James Ellroy. D'ailleurs, dans le découpage, on est très cinématographique. Et moi, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'à la fois dans Femmes de dictateurs, comme ici, ou dans La chair interdite, je n'écris un livre que si moi-même je m'étonne à chaque page et si je me pince en me disant mais non. Par exemple, là, de découvrir Gary Cooper mêlé à sa mafia, et puis on va pas révéler comment, mais voilà, c'est quand même vraiment très improbable de le voir là. Ou Marlon Brando qui tient des propos assez incroyables aussi. On connaît surtout Sinatra, mais c'est vrai que les autres, on s'en rend pas compte. Non, c'est totalement... Parce que dans Femmes de dictateurs, bon, on connaissait les dictateurs, on connaissait certaines femmes. Là, on découvre tout un côté de l'Amérique qu'on ne connaissait pas du tout. Ça se lit vraiment effectivement comme un polar, je trouve. Et pour revenir aussi sur La chair interdite, qui je pense est en fait un livre politique quelque part, puisque il s'intéresse, comme vous le disiez, à la représentation du sexe des femmes, au plaisir des femmes. Est-ce que déjà, quand vous l'avez écrit, vous avez pu avoir peur des réactions qu'il aurait pu susciter ? Et vous parlez notamment dans ce livre d'un exemple de Salvador Dali qui avait une phobie du sexe de la femme. Et comment vous expliquez cette peur, en fait, que cette peur ait traversé les siècles ? C'est vrai que c'est un sujet difficile. J'ai changé d'éditeur pour celui-là. C'est un sujet qui est en effet rebute certains. Parler du plaisir féminin, parler de la maternité féminine, parler en tout cas du sexe de la femme dans sa partie historique, dans sa partie politique. C'est pas du tout un livre cru ou sur le sexe. C'était assez inédit, ça n'avait pas encore été étudié comme un objet historique. Et on voit en effet qu'il va y avoir... deux voies qui vont déterminer l'histoire de l'humanité. C'est à la fois ce désir et cette appétence intense pour l'organe féminin, et à la fois une peur intrinsèque qui va donner naissance à des mythes, comme le mythe du vagin Adam, comme des mythes, alors chez les Grecs, c'est vraiment extrêmement drôle, on fait passer des femmes nues dans les champs parce qu'on pense que ça chasse les bêtes ou ça tue les graines. Avec
un besoin de contrôle. Pourquoi ? Parce que contrôler l'organe féminin, contrôler le plaisir de la femme, c'est contrôler la société, parce que cela veut dire avoir la main mise sur la reproduction, sur l'hérédité, sur la transmission des gènes. Et ça va être l'obsession première, peut-être, de l'humanité. Ce que j'ai retrouvé dans les premiers textes, avant de trouver des textes sur la propriété privée, c'était sur comment punir une femme infidèle pour s'assurer de sa fidélité. Et d'ailleurs, la punition en question, ça va nous rappeler des choses dans l'histoire. La punition en question, pour une de ces femmes surprises sur le fait, c'était de la tondre intégralement, lui mettre un anneau dans le nez et la promener dans tout le village, dans toute la cité, pour bien prouver qu'elle est imberbe et donc elle a perdu sa liberté, elle est devenue un esclave. C'est assez amusant de voir que de Sumer jusqu'à la libération, finalement, on va faire la même punition, appliquer toujours cette punition-là aux femmes. Ouais. Et dernière petite question, quelles sont vos femmes à vous, les femmes qui vous ont construit dans votre parcours personnel et d'historienne et d'écrivaine ? Oh là là, il y en a trop là, je pense qu'on va dépasser, c'est pas possible. Vous pouvez pas me demander de choisir. Je peux pas. Alors dans votre dernier livre, quelle est celle qui vous a le plus marqué, qui a le plus de caractère selon vous ? Il y a beaucoup de personnages féminins, mais dans le dernier livre, moi, Bonnie Parker m'a vraiment émue, parce que c'est une femme que l'on connaît évidemment comme grande criminelle, mais quelle fragilité, quelle grande amoureuse, quelle poétesse, et puis toujours cette dimension de ne pas être capable d'avoir d'enfants qui va les marquer au fer rouge presque. Ça, je trouve ça très émouvant. Surtout qu'on la redécouvre vraiment, parce qu'on a toujours le côté glamour de Bonnie and Clyde avec Warren Beatty et Faye Dunaway. Et la réalité est différente. Tout à fait. Et dans La chair interdite, c'est pas forcément des personnages féminins. Il y a un personnage, par exemple, Marilyn serait un petit peu la même chose. On pense tout connaître de Marilyn Monroe, mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'en effet, l'une de sa plus grandes peurs, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et qu'elle ne pouvait pas avoir de plaisir. Et il va falloir attendre jusque dans les années 50 qu'elle puisse enfin découvrir. Et elle disait d'elle-même, je suis la déesse du sexe sans sexe, parce que justement, elle n'arrivait pas à s'approprier cet organe qui pourtant lui valait tous les désirs et tous les regards. Et sa plus grande peur, justement, quand elle se fait opérer de l'appendicite, elle laisse, je trouve ça bouleversant, quand elle laisse une petite note sur son ventre au chirurgien en écrivant « Quoi qu'il arrive, ne m'enlevez pas les ovaires, je ne veux pas être une femme vide ». C'est terrible. C'est terrible. Merci beaucoup, Diane Ducré, Merci. pour toutes ces histoires. Dépêchez-vous d'aller rencontrer encore Diane Ducré, qui est là pour quelques minutes, je crois. Mais sinon, lisez ces livres. C'est vraiment des livres d'histoire, des livres politiques qui se lisent comme des romans, et on est plongé dedans avec un grand bonheur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, Lady Scarface, le dernier, pour les vacances, c'est parfait. Merci.